Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à ce webinaire. Merci à Emmanuel d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique de l'inclusivité, des enjeux de l'inclusivité et de la qualité de vie au travail en entreprise et surtout en lien avec notre thème qui est donc la création d'un environnement viable pour sa structure. Donc c'est vrai que c'est un thème assez large qui peut être interprété de plusieurs façons et donc nous, on a décidé de le mettre en lien surtout avec du coup, l'inclusivité et la qualité de vie au travail, qui sont, je pense 2 enjeux très importants, dans, la stabilité d'une structure et dans la viabilité de ces structures-là également. Heu et je pense que si c'est bon, pour vous, si vous avez des questions, on peut peut-être commencer, par, quelques questions pour Emmanuel. Si c'est bon? OK, super. Déjà, merci Emmanuel d'être présente aujourd'hui. Je te laisse peut-être te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu nous viens. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Avant de vous dire quelques mots sur qui je suis, j'avais envie de féliciter, la MoMA Junior Conseil, pour le choix de la date. Parce qu'en ce 20 mars, en fait, on fête 3 choses. D'abord, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc, on va s'attacher à mettre un maximum de joie dans le moment qu'on va vivre ensemble et à cultiver cette joie ensemble. Ça, c'est chouette. Ensuite, c'est le premier jour du printemps. Donc, charge à nous de semer des jolies petites graines qui deviendront de jolies fleurs dans les prochains jours par les propos qu'on va partager, par les questions et par les réponses, par toute notre intelligence collective. Et puis, c'est aujourd'hui que sort le nouveau rapport du GIEC qui va, encore une fois, flécher l'urgence de la justice sociale. Et quand on va parler d'inclusivité, évidemment, on parlera du pilier qui est la responsabilité sociale de nos entreprises. Donc déjà, voilà, je voulais féliciter pour le choix de la date. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Emmanuelle Bessès, j'ai 43 ans, je suis dans le Tarn. Je suis entrepreneur social depuis 20 ans. Je dirige des entreprises depuis, ouais, je vais fêter les 20 ans en septembre prochain, donc les années passent. Et je suis militante de l'entreprise inclusive, à la fois au travers de mes activités professionnelles, des différentes sociétés que j'ai pu créer, mais aussi au travers de mes mandats, puisque je suis engagée dans plusieurs réseaux qui prônent pour une économie nouvelle, une économie de demain. Aujourd'hui, j'interviens au titre de la société Wonjo. Donc, Wonjo, c'est une entreprise à impact d'utilité sociale. Nous sommes un cabinet conseil, un organisme de formation qui est spécialisé en qualité de vie au travail. Et nous fédérons une quarantaine d'experts qui sont passionnés, généreux et qui se sont engagés de manière joyeuse à contribuer à notre raison d'être, qui consiste à humaniser, pour ne pas dire réhumaniser, la vie au travail et pour faciliter les coopérations professionnelles. Super, merci beaucoup. Je propose qu'on commence du coup avec, quelques questions de base. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que pour toi la QVT? Ah ah, on commence fort, hein. Euh, alors, cet acronyme QVT signifie qualité de vie au travail et c'est un sujet qui est assez polémique dans le sens où depuis 2013, on a un accord national interprofessionnel qui a fixé une définition de la qualité de vie au travail. On a une nouvelle réforme qui est sortie il y a quelques mois maintenant, qui renomme la QVT en QVCT. On pourra y revenir si tu le souhaites, Mathis. Et c'est un sujet polémique parce que, en fait, il est complètement victime de pratiques qui sont à l'opposé de sa philosophie profonde. Profondément, la qualité de la vie au travail parle de la qualité de la vie des travailleurs et des travailleuses, c'est-à-dire que le sujet, ce sont les humains en situation de travail et la qualité de l'expérience qu'ils font à l'occasion de l'exercice professionnel. Donc, on parle profondément de choses qui sont liées à l'individu, à l'humain, et évidemment au collectif, donc à la façon dont on vit le travail tous ensemble. Et évidemment, tout ce que vous aurez entendu comme pratique autour des autres baby-foot, paniers de fruits bio, massage, etc.,
Ce sont des mesures que nous, on considère comme périphériques, pour ne pas dire parfois superficielles, qui sont des mesures de confort qui visent à rendre le travail plus plaisant, mais qui déconnectent la QVT de son cœur de sujet, qui est la façon dont on travaille et dont on se sent au travail. Et la réforme qui a eu lieu ces derniers temps a pour ambition de repositionner le sujet des conditions de travail au cœur de la démarche qu'est la qualité de vie au travail, pour justement commencer un petit peu à nettoyer, quelque part, mettre de côté ces démarches qui peuvent être agréables, encore une fois, mais qui ne vont pas répondre à des enjeux de désengagement, de sentiments de souffrance au travail ou ce genre de choses. Donc, la qualité de vie au travail, si on regarde la définition, hein, c'est un sentiment de bien-être au travail, perçu individuellement et collectivement. Et donc, on vient chercher à la fois une représentation personnelle. Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien au travail? Qu'est-ce qui fait que moi, personnellement, je fais bien mon travail? Et une dimension plus collective. Qu'est-ce qui va contribuer à ce que tous ensemble, on se sente bien au travail, ensemble, et qu'on fasse bien notre travail, ensemble? On entend vraiment qu'il y a vraiment ces deux volets-là dans la qualité de vie au travail, la dimension individuelle et la dimension collective, avec au cœur le travail. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu nous as parlé de cette réforme d'il y a quelques mois, donc renommant la QVT, QVCT. Qu'en penses-tu? Comment tu te positionnes par rapport à cette réforme-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, je suis un détracteur de ce changement d'acronyme. Moi, je viens de la communication, j'ai dirigé des sociétés dans la com pendant 15 ans et je ne sais que trop à quel point il est complexe d'éveiller les consciences, de donner envie aux gens de faire évoluer leur comportement vers du mieux et de faire passer des concepts, des philosophies, des changements culturels. Parce que la QVT, profondément, c'est ça, c'est une nouvelle façon de voir et de vivre le travail. Et donc, quand on voit que depuis 2013, on fait des efforts de communication pour faire connaître cet acronyme, en plus c'est un acronyme, donc pas super évident de l'intégrer, entendre que 10 ans plus tard, on renomme la QVT en QVCT, rajoute, à mon sens, une forme de complexité qui n'est pas en faveur de l'élargissement, du déploiement en fait, de la qualité de la vie au travail. Bon, ça, c'est la communicante qui répond, parce que je crois profondément que la QVT doit absolument être intégrée dans l'intégralité des entreprises. Et en fait, on crée un obstacle supplémentaire. Moi, j'ai des clients qui me disent mais attends, on faisait de la QVT, maintenant, il faut qu'on fasse de la QVCT, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, ça rajoute de la complexité, des peurs, et donc ça n'accélère pas l'impact attendu pour notre discipline. Bon, ok, ma deuxième raison qui fait que j'ai du mal avec cette réforme, c'est que quand on regarde véritablement la définition de la qualité de la QVT, hein, du premier acronyme, les conditions de travail sont le cœur de la définition. Et si vous tapez sur Internet Google, hein, tout simplement définition qualité de vie au travail, vous verrez que c'est une démarche qui permet de prendre soin et d'améliorer les conditions de vie au travail. Donc le C qui est rajouté dans l'acronyme ne vient que flécher sur l'une des dimensions de la qualité de vie au travail qui était déjà présente. Donc en fait, j'ai du mal à percevoir la valeur ajoutée. Donc côté Wunjo, notre décision, c'est de ne parler que de QVT. Et nous, on parle même de qualité de vie des travailleurs et pas de qualité de vie au travail. OK. Est-ce que du coup cela, ça ne rentre pas dans ce côté où ça rend plus complexe d'avoir des personnes du coup parlant de QVCT, d'autres de QVT avec des comment dire? Parce que du coup QVT c'est un acronyme donc comme tu viens de le dire, vous, à Wunjo vous dites, qualité de vie des travailleurs, si c'est bien ça? Ouais. Là tu dis ou d'autres disent qualité de vie au travail comme je l'ai dit précédemment. Est-ce que ça rend encore pas cette chose-là plus complexe? C'est ça, et en fait, ça vient même générer des systèmes claniques, c'est-à-dire qu'il y a les pro-QVT et les pro-QVCT, alors qu'on devrait finalement avoir un combat commun, un combat de lumière commun qui consiste à prendre soin de l'humain lorsqu'il est au travail. Et donc maintenant, on a des oppositions dans notre famille qui est déjà pas énorme et qui est souvent, encore une fois, plutôt orientée mesures périphériques ou outils digitaux RH
que le cœur de métier qui consiste à faire preuve d'humanisme dans le travail. Donc, ça crée encore des dissensions. Rappelons que la qualité de vie au travail, c'est-à-dire l'impact social et la capacité à être performant socialement et économiquement, s'intègre dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, la QVT est l'un des volets de la RSE. Et déjà aujourd'hui, quand on réunit des spécialistes de la RSE et des spécialistes de la QVT, c'est hyper complexe. C'est très complexe parce que les gens dans la RSE disent bah, oui, bien sûr, on va vous laisser un petit peu d'utilité sociale et on va intégrer un peu de qualité de vie au travail. En QVT, nous, on brandit les drapeaux en disant mais la définition de la RSE, c'est l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales. Donc, cessons de cannibaliser la RSE avec les préoccupations purement environnementales. On ne remet pas en question qu'elles sont stratégiques, bien sûr. Par contre, l'idée, c'est quand même de rééquilibrer dans la RSE les préoccupations sociales et les préoccupations environnementales, tout ça au service de l'humain, du vivant et de la société. Donc, en fait, on crée des petites castes, on fait de la ségrégation, on n'est pas dans l'inclusivité, ne serait-ce que dans le cadre de notre discipline. C'est pour ça qu'on peine vraiment à se faire entendre. Nous, professionnels de la QVT, et moi, à titre prétentieux, pensant que la façon dont nous, on le fait chez Wonjo, c'est la façon noble. Et donc, si c'est compliqué déjà pour nous à l'intérieur de notre discipline, comment vous voulez que ça soit lisible, compréhensible et opérationnalisable du côté des entreprises? Enfin, on a un sac à dos avec plein de cailloux, quoi. Très bien, merci. Donc là, on parle beaucoup de QVT, mais on a un peu mis de côté cette partie, inclusivité, qui fait donc partie du thème de cet atelier. Comment, toi, tu définirais, l'inclusivité ou toi, au nom de Wunjo ou personnellement, comment tu définirais, du coup, l'inclusivité? OK. Moi, j'aime bien parler de l'entreprise inclusive plutôt que de l'inclusivité, parce que ça fait encore mot sachant, etc. Donc, je vais me permettre, si tu l'acceptes, Mathis, de parler de l'entreprise inclusive, Bien sûr. que certains d'ailleurs appellent l'entreprise responsable et inclusive. Et pour moi, une entreprise inclusive, c'est une entreprise responsable. Alors, basiquement, ce que moi j'ai envie de partager, c'est que l'entreprise inclusive, c'est une entreprise qui va s'appliquer à elle l'image de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est la condition sine qua non de la survie et du développement du vivant, donc de l'humain. Donc cette entreprise inclusive, elle va développer des politiques dites diversité, de manière à intégrer au sein de ses effectifs des personnes issues de formes de minorités, donc c'est-à-dire faire de l'intégration sociale, remplir son rôle quelque part de mission sociale en allant chercher à l'extérieur des profils qui ne sont pas dans le moule, j'ai envie de dire, traditionnel de ses effectifs. On peut souvent se poser la question de mais la diversité, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que la diversité, c'est un problème? En fait, c'est ni bien ni mal la diversité, ça est. Mathis, tu es un être humain unique et singulier, je suis un être humain unique et singulier. La diversité, elle est par définition. Ce n'est pas un problème, c'est un fait. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de comment l'entreprise, finalement, à l'image de la nature, peut intégrer des profils extrêmement variés, réparer quelque part cette forme d'injustice socio-professionnelle en recrutant et en maintenant en emploi de manière positive des personnes issues des minorités, étant profondément convaincue, je pense que l'entreprise inclusive, elle est profondément convaincue que la diversité est source de richesse. Et qu'en fait, cette richesse, elle va être au service de l'expérience humaine que vont faire chacune des parties prenantes, parce que c'est très intéressant de bosser avec des gens qui ne sont pas comme nous, et que cette diversité, elle va aussi être une richesse pour la performance, parce que maintenant, il y a plein d'études qui sont sorties et qui prouvent qu'à partir du moment où on est dans la pluralité, on innove davantage et on est productif davantage. Donc pour moi, voilà, cette entreprise inclusive, c'est finalement, elle est respectueuse à l'intérieur de ce qui se fait à l'extérieur, qui s'appelle la nature, et elle a cette volonté profonde
de bien faire fonctionner des personnes qui sont différentes. Alors après, comment elle fait? Elle a ce qu'on appelle des pratiques inclusives. Donc, elle va d'abord aller rechercher dans son recrutement des profils qui sont plus éloignés de ce qu'elle a l'habitude de faire. Évidemment, on peut se poser la question de est-ce que c'est par véritable envie et par choix, ou est-ce que c'est par obligation quand on connaît toutes les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises aujourd'hui? Toujours est-il qu'une politique diversité, d'un point de vue descriptif et quantitatif, permet d'améliorer ces externalités positives. OK. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que des entreprises qui ont des politiques diversité ne sont pas pour autant inclusives. C'est là où, en fait, il va y avoir une deuxième étape. Là où la politique diversité va permettre de recruter des profils différents et variés, le constat qu'on fait, c'est qu'on peut avoir une entreprise avec des collaborateurs avec des profils très ventilés et pour autant entendre de la part des collaborateurs et des collaboratrices qu'ils ne se sentent pas inclus dans l'entreprise. Donc, à mon sens, l'entreprise inclusive, il y a une deuxième étape qui consiste non plus seulement d'un point de vue quantitatif et descriptif à intégrer des personnes issues de la diversité, mais aussi d'un point de vue plus dynamique, d'un point de vue qualitatif, à prendre soin par le management, par la qualité de vie au travail, de créer des conditions qui favorisent une expérience de vie au travail positive. Donc, en QVT, la façon dont on décrit, nous, l'inclusion, et je vous invite notamment à lire les productions extrêmement pertinentes de l'AFMD, l'Association française des managers pour la diversité, on dit bien que l'inclusion, c'est créer les conditions pour que chacun se sente intégré. Donc, on est vraiment sur une notion de besoin d'appartenance et pour que chacun se sente reconnu dans son unicité. Et là, on est bien sur le besoin de reconnaissance. J'imagine que vous connaissez la pyramide de Maslow et les besoins fondamentaux de l'individu. Traduit au travail, ça fonctionne aussi avec quelques adaptations. Le besoin de se sentir intégré, on est vraiment sur l'étage du sentiment d'appartenance. Est-ce que j'ai accès aux informations de mon entreprise? Est-ce que j'ai accès aux ressources de mon entreprise? Est-ce qu'on m'implique dans les actions de l'entreprise? Est-ce qu'on m'implique dans les prises de décision dans l'entreprise? Voilà, ça c'est tout le volet sentiment d'appartenance. Est-ce que je me sens bien intégrée à l'intérieur de mon collectif de travail? Et puis le deuxième volet, c'est que je peux me sentir intégrée, mais pour autant ne pas me sentir reconnue dans mon unicité. Et c'est là où on va venir chercher plutôt le besoin de valorisation des singularités, entendre que quelqu'un qui est différent, c'est juste quelqu'un, tout court, c'est la réalité, c'est la vie, et que cette différence qui peut être décrite, au contraire, va amener cette richesse. Et donc, au lieu de dire on va faire avec les gens différents, eh ben, on va au contraire valoriser cette différence et toute la richesse de ces singularités. Et puis, ça vient chercher après quelque chose de très intime, qui est mon sentiment d'estime personnelle. Je vais avoir du mal à me sentir inclus dans une entreprise si l'on ne me renvoie pas le fait que j'ai de la valeur à titre personnel, que je ne contribue pas aux résultats, que je n'ai pas fait des efforts permettant de nourrir les actions vers notre mission. Donc, ça veut dire que le besoin de reconnaissance derrière, il est d'aller mettre en place des dispositifs permettant à chacun de se sentir avoir de la valeur, être reconnu aussi par les autres. Voilà, c'est très personnel. Ça nous appartient beaucoup. Nous, on aime dire ça chez Wonjo, hein, c'est un travail personnel, mais ça vient aussi chercher l'extérieur, puisque nous sommes des animaux sociaux, et ça vient chercher l'extérieur et la capacité de l'autre à me renvoyer ce sentiment d'être intégré et ce sentiment d'être reconnu dans mon unicité. Très bien, merci. Tu nous parlais du coup, voilà, que c'était quelque chose d'assez personnel, mais tu nous as aussi parlé de management. Pour toi, Mm. quelle est la place, par exemple, que va occuper, le manager dans cet enjeu-là, dans ces enjeux-là? OK.
Alors, pour prendre soin de mon sentiment d'inclusion à titre personnel et pour arriver jusqu'à ta question et le rôle du manager, que je vais même élargir au rôle global de mes collègues et de cette personne morale qu'est mon employeur. Comme je le disais à l'instant, le sentiment d'inclusion, c'est un sentiment complètement personnel. C'est-à-dire que toi, Mathis, tu as un collègue, on va l'appeler Jean, vous faites partie de la même promo, vous êtes dans la même école, vous vivez dans la même ville, vous avez le même âge, vous êtes, en gros, vous vous ressemblez en termes de profil, mais l'un et l'autre, vous n'allez pas ressentir dans le cadre du collectif le même niveau de sentiment d'inclusion. Et ce que je préconise dans ces cas-là, c'est toujours de commencer par soi. C'est-à-dire que prendre soin de mon sentiment d'inclusion, pour moi, c'est avant tout une démarche individuelle. J'invite quiconque est interpellé par ce sujet, sensible à ce sujet, à d'abord se poser la question de quel est mon niveau de besoin. Peut-être que toi, Mathis, tu as extrêmement besoin qu'on t'aime. Peut-être que pour toi, faire partie d'un clan, c'est hyper important pour ta sécurité psychologique. Et peut-être que Jean, voilà, ton collègue, lui, il ne se pose absolument aucune question. La solitude, ça lui va bien. Il a eu une enfance extrêmement heureuse au cours de laquelle on ne lui a jamais renvoyé qu'il n'était pas la bonne personne. Voilà, vous avez deux histoires personnelles, des valeurs différentes, des croyances sur vous qui sont différentes, des croyances sur le monde qui sont différentes. Donc moi, j'invite quiconque dans un premier temps à se poser cette question, quel est mon niveau de sensibilité, quel est mon niveau de besoin en matière d'inclusion. Et c'est important de faire cet exercice-là à titre personnel parce que quand ensuite on va se retrouver en face du manager, vous imaginez qu'un manager qui manage 10 personnes qui ont tout un très haut niveau besoin d'inclusion, nécessairement, il ne doit pas et il ne peut pas manager efficacement son équipe de la même manière qu'une équipe où, en gros, on aurait beaucoup de comportements de personnes complètement détachées de leurs blessures d'enfance, hyper autonomes, pour ne pas dire indépendants. Donc, je crois qu'il y a une première étape dans la démarche personnelle qui consiste à aller se poser cette question. Voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à mon besoin? Et je l'accueille, je le regarde, et c'est OK. Il n'y a pas de jugement. Je suis comme je suis, là où j'en suis. OK. Une fois que je sais quel est mon niveau de besoin, j'inviterai et j'invite quiconque à aller identifier sa recette personnelle. Ce que j'appelle par recette personnelle, c'est que ce qui va contribuer à nourrir le sentiment d'inclusion d'une personne, les facteurs, les déterminants ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, ce que je propose, c'est que chacun puisse lister par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui et ce qu'il a vécu dans le passé, qu'est-ce qui nourrit mon besoin d'inclusion? OK, par exemple, le fait que mes collègues le midi partent déjeuner en ville et me proposent toujours, systématiquement, si je veux venir avec elles, ça nourrit mon sentiment de faire partie de l'équipe. Autre exemple, quand mon manager, en réunion le lundi matin, prend le soin de venir me donner la parole dans la réunion pour me demander ce que je pense du projet qui est en cours. Ou quand mon CSE, donc les instances représentatives du personnel, lance une consultation et prennent soin de vérifier que j'ai répondu et que je me suis exprimée sur les conditions de travail. Donc, je vais identifier ce qui nourrit mon sentiment d'inclusion et j'invite aussi dans la balance à aller identifier qu'est-ce qui pourrait altérer mon sentiment d'inclusion. En clair, me sentir exclu. Exclu, trahi, humilié, enfin toutes les blessures qui font qu'on sort du collectif. Donc là, c'est pareil, les exemples peuvent être nombreux et parfois, si on met de l'objectivité, on se dit, mais waouh, c'est dingue. Par exemple, tiens, on lance un projet, je fais un document partagé que je mets sur un serveur et j'affecte les droits de ce document et puis j'ai oublié une personne. Il y a des personnes qui vont dire « Allô, est-ce que tu peux me rajouter les droits, s'il te plaît, sur le fichier ?» Et c'est cool. Il y a des personnes qui vont se faire, il y a le petit vélo qui se met en marche. « Ah, il ne m'a pas donné les droits. Ah, mais de toute façon, et là, c'est le caillou d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je lui avais piqué son job, elle m'en veut pour toujours. Et c'est le poids de la dette psychologique de cette personne qui fait qu'elle n'a pas mis les droits sur le fichier. »
Ça peut être des choses extrêmement anodines. On n'a en aucun cas le droit de juger ce qui blesse ou ce qui ne blesse pas pour la personne. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est une démarche personnelle, c'est que chacun doit faire, selon moi, cet effort introspectif d'aller chercher ce qui nourrit l'inclusion et ce qui peut l'abîmer. Et puis, une fois que tu sais quelle est ta recette, ce qui met du positif et puis ce qui peut t'abîmer, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller se demander finalement de qui ça vient. C'est-à-dire, qui a le pouvoir de me permettre de me sentir inclus, à qui je donne le pouvoir de générer chez moi ce sentiment d'exclusion. Et c'est là où, globalement, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, la part de responsabilité donnée aux managers est gigantesque. C'est comme si les travailleurs et les travailleuses français restaient dans une forme de relation parent-enfant dans laquelle le manager et parent a du pouvoir sur ce que je vais vivre au travail, fait la pluie et le beau temps sur mes activités, sur mon organisation, sur ma posture, sur la façon dont je ressens les choses et je vis les choses. Et je crois que, bien sûr, le manager a un impact sur notre expérience de vie au travail. Et mes collègues en ont un aussi. Et mon entreprise, dans ce qu'elle met en place dans le cadre collectif, a un impact aussi sur ce que je vis au travail. Il y a à l'extérieur mon manager, mon collègue, l'entreprise, le CSE, je ne sais pas moi, les gens qui sont dans le service d'à côté avec lesquels on est en train de mener un projet transversal. Tout mon écosystème relationnel a un impact sur la façon dont je me sens au travail. Et il y a un point qu'il s'agit de garder bien en tête, si on a envie d'être un adulte, c'est-à-dire un être humain au travail responsable, c'est que la première personne qui peut quelque chose pour moi, c'est moi. C'est-à-dire que c'est le chemin que moi je vais faire pour me connaître, me comprendre, identifier ce qui est OK et ce qui n'est pas OK pour moi. C'est ce chemin-là qui va me permettre de me prendre en main, d'arrêter de rejeter la faute à l'extérieur ou d'offrir, de déléguer le pouvoir aux autres. C'est d'abord la question de mais comment je peux prendre soin de moi? Il y a des personnes, et votre servitrice, qui ont un gouffre d'estime d'elles-mêmes. Moi, j'ai un niveau de besoin de reconnaissance qui est gigantesque et qui vient de mon histoire, nécessairement, et de mon histoire personnelle, familiale, bien sûr, de ma petite enfance. Les personnes comme moi, vous en avez partout dans les entreprises. C'est presque 90% des Français qui hurlent en permanence le besoin d'être davantage reconnus, avec tout ce que ça peut embarquer derrière. Si 90% des travailleurs sont en permanence en train de demander à l'extérieur de mettre de l'eau dans le puits, alors que c'est un puits sans fond, vous entendez bien qu'en termes de bon sens, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui veut dire que la première action à réaliser pour prendre soin de notre sentiment d'inclusion individuellement, et donc que le sentiment d'inclusion collective soit là, et donc que l'entreprise soit inclusive, c'est bien que moi, je travaille sur moi, à régler mes blessures d'enfance, à prendre soin de ce qui me fait du bien, donc notamment de ma qualité de vie au travail et de ma qualité de vie tout court. Et ensuite, bien sûr, formuler des demandes à l'extérieur parce que la façon dont je me sens est encore une fois intimement liée avec les attitudes et les comportements de notre système. C'est ce qu'on appelle la systémique. Et donc l'autre a non pas un pouvoir dans le sens strict du terme, dans le sens, pardon, plutôt galvaudé du terme, le pouvoir, voilà, les méchants pouvoirs. Il a le pouvoir, c'est-à-dire il peut, au contraire, il a le rôle et il peut avoir la responsabilité de contribuer à mon sentiment de qualité de vie au travail, à mon sentiment d'inclusion, parce que tout simplement, encore une fois, il fait partie de ma vie et donc je suis impactée naturellement, humainement, par son attitude et son comportement. C'est Ghislaine qui arrive le matin et tous les matins, elle fait la gueule. Voilà. Ghislaine, elle fait la gueule et puis comme moi, j'ai toujours l'impression que je ne suis jamais à la hauteur, je vais toujours me demander qu'est-ce que j'ai fait à Ghislaine pour qu'elle fasse la gueule. Alors qu'en fait, simplement, Ghislaine, on ne la connaît pas en fait. Ghislaine, on ne sait pas que par rapport à son biorhythme et sa personnalité, et avant 9 h le matin à 3 cafés, il ne faut pas lui adresser la parole. Voilà. Donc, je vais me sentir rejetée par Ghislaine, alors que tout simplement, c'est le mode de fonctionnement de Ghislaine. Et Ghislaine, elle n'a potentiellement pas conscience
que le fait qu'elle fasse la tronche le matin quand elle arrive, eh ben, elle génère des effets délétères avec un niveau d'impact et une envergure qui la dépasse littéralement. Donc nous, on invite beaucoup à ouvrir l'échange, à communiquer, à se connaître soi, mieux connaître l'autre, à partager ce qui fait que c'est OK ou ce qui fait que c'est pas OK la vie ensemble et le travail ensemble, pour que finalement, de cette démarche individuelle, eh ben, on fasse émerger une démarche plus collective à l'échelle de l'équipe et à l'échelle de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous en QVT, on appelle ça le bottom-up, c'est faire remonter du terrain la réalité de ce qui est vécu pour que ce soit au niveau de l'équipe ensuite et des relations interpersonnelles, qu'on puisse mieux se calibrer pour, encore une fois, mieux vivre le travail ensemble et mieux faire le travail ensemble. OK, donc si je résume bien, ça part d'une démarche qui est d'abord individuelle, puis collective, qui après du coup se résumera sur toute la démarche de l'entreprise, qui se dira plutôt entreprise inclusive comme tu l'as précédemment dit. Mais du coup, concernant toutes ces termes dont tu parlais tout à l'heure, par exemple de QVT et toutes ces choses, dites superficielles qu'on peut, assimiler à la QVT, qu'est-ce qui, peut faire en sorte que l'on sorte de ces fausses démarches-là, de cette superficialité? Tu nous parlais notamment par exemple, de baby-foot, de choses comme ça. Mm. Comment, bien séparer ces 2 choses-là, cette partie superficielle et cette partie du coup qu'on appellera sûrement non superficielle? Alors, je pense que comme toutes les pratiques déviantes, la vie et le bon sens reprennent leurs droits et que la pousse de travers est en train de se remettre un peu plus droit. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les directions d'entreprise qui, pleines de bonnes intentions, ont fait un crédit pour acheter des mini-golf en leasing ou des extracteurs de jus ou ces entreprises-là, encore une fois, pleines de bonnes intentions, ayant l'envie de prendre soin des gens et qui se sont trompés dans le choix des actions et des solutions mises en place, ces dirigeants, aujourd'hui, ils leur pètent au visage que ce n'est pas efficace. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre mon bâton de pèlerin pour dire arrêtez les ananas frais. Non, en plus, moi, j'adore ça, l'ananas frais. Je ne vais pas dire arrêtez. Je vais dire il est où le vrai sujet. Ça ne fait de mal à personne de boire de l'ananas frais. Par contre, les directions d'entreprise, plus que jamais, prennent conscience qu'il est stratégique de retenir les talents, donc de fidéliser les équipes. Et une fois qu'elles disent OK, je reste, c'est de faire en sorte qu'elles soient engagées, qu'elles soient motivées, qu'elles aient envie de mettre de l'énergie, qu'elles soient actives, qu'elles ne fassent pas simplement du présentéisme avec leur corps, qu'elles soient vraiment mobilisées pour de la productivité et mobilisées pour innover. Et donc, ces entreprises aujourd'hui, confrontées plus que jamais à des enjeux de fidélisation et d'engagement productif, plus que jamais confrontées à des enjeux de recrutement, doivent absolument faire en sorte que la qualité de la vie des travailleurs soit positive. Donc, quand ils comparent ou quand ils observent l'efficacité et quelque part le retour sur investissement des actions engagées et qu'ils constatent qu'il y a un effet nul ou quasi nul sur la fidélisation des talents et sur notre capacité à avoir une marque employeur attractive en termes de recrutement, et ben de même, en fait, ils sonnent à la porte des cabinets conseils QVT. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que je ne vois que des entreprises et des décideurs, des dirigeants, des DRH, des CSE, qui veulent prendre soin de la qualité de la vie des travailleurs et des travailleuses, mais je ne vois que, et je pèse mes mots, je ne vois que des décideurs, des dirigeants, des DRH et des CSE qui ne savent pas par quel bout prendre la chose. Ce n'est plus un problème aujourd'hui d'intention, de volonté de bien faire. C'est la question aujourd'hui, c'est mais comment on fait pour que les gens ils se sentent bien? Et comment on fait pour qu'ils fassent du travail de qualité? Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. En qualité de vie au travail, on est vraiment sur les deux. Et là, ben, beaucoup de points d'interrogation. Les gens sont perdus. Et puis donc là, on rajoute la petite couche dont on parlait tout à l'heure. Ah bah non, on ne fait plus de la QVT, on fait de la QVCT. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans une situation, on est à un virage et
est selon moi un virage très, très positif parce que justement, on va enfin pouvoir remettre la chapelle au milieu du village. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, le clocher. Enfin bon, vous m'avez compris. On a une question de Lucas, qui commence par vous dire bonjour et vous demander comment on peut mesurer les progrès qu'on a accomplis en matière d'inclusivité et de diversité au sein de son entreprise. OK. J'adore la question de la mesure parce que certains disent que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Alors, la mesure, elle est extrêmement complexe dans le sens où elle va s'appuyer sur des indicateurs quanti et sur des indicateurs quali. Sur les indicateurs quanti, on est obligé de rationaliser et d'aller chercher des indicateurs RH comme les arrêts de travail, comme les maladies professionnelles, comme les taux d'émission, le taux de turnover. On peut aller chercher aussi des indicateurs autour de l'usage qui est fait des fonds de formation. Quand on voit que les collaborateurs ne cherchent pas à développer leurs compétences par de l'apport externe. Donc, on va pouvoir aller chercher un certain nombre d'indicateurs RH qui vont permettre de mesurer si les gens restent et est-ce qu'ils ont l'air à peu près en bonne santé. On peut aller chercher des indicateurs orientés santé-travail pur, en se rapprochant de la médecine du travail, en pratiquant du dialogue social avec le CSE, qui aussi est censé avoir le pouls de la vie au travail. On peut se rapprocher des managers aussi, avec des indicateurs clés qui peuvent ressortir des entretiens individuels de management, les entretiens pro. Et puis, on va pouvoir aller chercher des indicateurs plus de production, puisque je rappelle que la qualité de vie au travail, c'est se sentir bien et bien faire son travail. Donc, si je me sens inclus, je suis plus impliquée, donc je travaille plus. Quand je dis plus, c'est mieux. Donc, on peut aussi aller chercher des indicateurs de production. Est-ce que le volume de production est constant ou en augmentation? Est-ce que la qualité de ce qu'on produit est constant ou en augmentation? Est-ce que, par exemple, mon taux de rebut, si je suis dans la production, est bien en train de chuter? Voilà. Là, c'est spécifique à chaque métier. Bon, en qualité de vie au travail, on a un indicateur majeur, enfin plutôt une approche majeure pour évaluer le sentiment de bien-être au travail, qui s'appelle les baromètres sociaux, qu'on appelle aussi les enquêtes d'engagement, les enquêtes Pulse. Donc, c'est toute cette démarche qui consiste à aller questionner chacun des travailleurs et chacune des travailleuses pour qu'ils puissent exprimer son degré de satisfaction à l'égard de son travail et son degré de bien-être dans le cadre de sa vie au travail. À titre personnel, je suis assez peu convaincue par l'efficacité des baromètres sociaux. Et on peut en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, en termes d'indicateurs de mesure d'impact, c'est ce qu'on a aujourd'hui d'un point de vue QVT dans la famille des indicateurs quanti. Après, toute la dimension quali, elle est extrêmement complexe à aller chercher. Les enquêtes QVT peuvent permettre d'aller chercher de l'info quali, bien sûr. C'est là où j'ai envie de dire que la qualité du dialogue social et la liberté d'expression dans l'entreprise vont être les facteurs clés de succès pour aller capter de l'information quali sur ce que vivent les gens. Imaginez une entreprise où il n'y a pas de représentation du personnel ou d'organisation syndicale quand on parle d'entreprise plus conséquente. Eh bien, la voix des salariés, du coup, n'est pas portée, n'est pas représentée d'un point de vue qualitatif. Imaginez aussi une entreprise dans laquelle il a toujours été cultivé que le patron a raison, que le manager sait mieux que l'autre, ou que quelqu'un qui fait le même métier que moi, mais qui a 20 ans d'expérience et d'antériorité dans son poste, c'est forcément lui le sachant. Imaginez une entreprise dans laquelle il n'est pas le bienvenu que d'être force de proposition, ou encore pire, d'avoir un esprit critique. Imaginez une entreprise qui n'est pas du tout dans l'innovation et qui cultive des valeurs extrêmement traditionnalistes. Dans tout ce contexte-là, vous entendez bien, vous le ressentez quand je vous en parle, la liberté d'expression des travailleurs sera entravée. Et en France, c'est compliqué de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Je vais parler de la France parce que je ne peux pas vous faire une vision internationale du truc, mais en France, non seulement les entreprises, l'univers professionnel
entreprise, association, collectivité. Dans les univers professionnels, non seulement on nous dit justement qu'il ne faut pas qu'on s'exprime, mais en plus, ça vient nourrir une croyance éducative qu'on nous a insufflée depuis notre prime enfance. C'est-à-dire que là, je ne connais pas la moyenne d'âge des personnes qui sont connectées à cette visio. Avec un peu de chance, vous êtes la nouvelle génération et ça va aller mieux. Mais moi qui ai 43 ans, les décideurs des entreprises qui ont plutôt entre 40 et 70 ans, nos générations, on nous a appris à ne pas écouter nos émotions, en tout cas quand elles n'étaient pas sympas. Interdiction d'être en colère, interdiction de pleurer, interdiction d'avoir honte, interdiction de tout. Toutes les émotions négatives, elles ne sont pas socialement admissibles. Donc, on nous a dit, n'écoute pas tes émotions, tais tes émotions, enterre tes émotions. Alors, sûrement pas, on va sûrement pas les exprimer, bien sûr. Et puis, au-delà des émotions, tes avis, tes idées. Moi, quand j'étais petite à l'école, on me disait insolente parce que je la ramenais, parce que je disais que je n'étais pas d'accord ou que je voyais les choses différemment ou je faisais des propositions. Et si? Et ma génération et les générations les deux générations au-dessus de moi qui sont aujourd'hui au pouvoir dans les entreprises, qui encore impriment beaucoup la culture managériale et les pratiques managériales et les postures managériales, et bien finalement, si tu pouvais ne pas être toi-même, si tu pouvais te taire, ça nous arrangerait. Et évidemment, il n'y a pas un patron qui va vous dire « Ah oui, c'est comme ça que ça se passe chez moi ». Bien sûr, mais la vérité, elle est là. Dans l'écrasante majorité des cas, soyons clairs, il y a aussi des exceptions, et heureusement. Et que ce n'est pas forcément lié qu'au facteur générationnel, d'ailleurs. Il y a des gens à 30 ans qui ne sont pas connectés à leurs émotions et qui ne se sentent pas libres de dire ce qu'ils pensent. Et il y a des gens à 65 ans qui ont une bouche comme ça et qui sont des hypersensibles assumés. D'accord? Je fais des gros traits pour les besoins de l'exercice. Est-ce que ça répond à ta question, Mathis? Pardon, parce que je pars. Oui, oui, mais oui, totalement. Même Lucas également te remercie pour ta réponse claire à sa Merci, question. Lucas, pour la question. Et Elia t'en avait posé une auquel tu as répondu au cours de tes explications. Donc, Parfait. parfait. On est synchronisés. C'est ça. J'aimerais rebondir sur la différence que tu as fait entre deux générations. Penses-tu qu'aujourd'hui, il y a une différence, un éveil de conscience qui se crée auprès des nouvelles générations? Et quelles sont sinon les lacunes qu'il existe encore dans d'anciens modes de fonctionnement? Heu, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Heu, Les nouvelles générations, en fait, vous êtes archi pénibles. En fait, vous venez terriblement complexifier un système qui fonctionnait globalement pas trop mal avant que vous débouliez sur le marché de l'emploi. Avec en plus, hop, la petite crise Covid qui fait office d'accélérateur dans l'envie individuelle d'être heureux. Voilà, ce qui est juste une quête universelle et normale, mais a priori, la crise Covid a permis d'accélérer ce travail introspectif et de se poser des questions sur quel était le sens de la vie en général, de ma vie, pourquoi je travaille, pourquoi ce travail, pourquoi ce travail dans cette entreprise, etc. Donc, entre l'arrivée des nouvelles générations et la crise Covid, il faut que vous compreniez que, je vais dire nous autres, voilà, encore une fois, là, les vieux, quoi, les seniors au travail, en fait, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué la vie depuis que vous êtes avec nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne fonctionnez pas comme nous. Vous n'attendez pas du travail la même chose que nous. J'ai énormément de témoignages dans ma vie professionnelle de mes commanditaires, des personnes qui disent non, mais la jeune génération, ils n'ont pas la valeur travail. Bon, déjà, le travail n'est pas une valeur. On va aussi refaire un peu de sémantique. La loyauté, la bienveillance, ça, c'est des valeurs. Le travail n'est pas une valeur. Le travail est une activité que nous réalisons à l'occasion d'un emploi et qui consiste à réaliser des tâches dans un objectif commun qui s'appelle la mission de l'entreprise. Bon. C'est pas que vous n'avez pas la valeur travail, c'est que vos attentes par rapport au travail sont différentes et donc la façon dont vous vivez le travail, dont vous l'exercez, dont vous le réalisez est différente de nos vieilles générations.
Parlons d'un aspect majeur qui fait différence, c'est vie pro, vie perso. Voilà, le sujet épineux depuis 2020. Vous avez très envie de travailler et de profiter de votre vie personnelle. Ma génération et les générations au-dessus, on a très envie de travailler et s'il reste un peu de place pour la vie perso, c'est cool. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Nous, on a grandi avec le chômage. On a de la chance quand on a un travail. On a grandi avec cette introjection éducative que le travail fait souffrir, mais qu'il faut aller travailler. Que si tu n'as pas d'emploi, tu n'es pas digne en termes d'être humain. Nous, on a grandi avec la représentation que l'emploi est générateur de mon identité sociale. Il n'y a qu'à voir nos générations, quand on se rencontre, on se croise sur un chemin de rando. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Première question. C'est-à-dire que l'identité de l'être humain et l'identité professionnelle sont assimilées. Vous, quand vous vous rencontrez, le métier que vous faites, c'est une question qui va arriver par la suite. Mais votre kiff dans la rencontre interpersonnelle n'est pas là. Donc déjà, on a cette première notion dans le rapport au travail. Ensuite, il y a une deuxième notion qui est très liée, c'est le fait que, et je l'ai dit à l'instant, ma génération pense qu'il est normal de souffrir au travail. On nous a dit que le mot travail venait de tripalium, le labeur, la souffrance, etc. Bon, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être complètement remis en question. Hein. Finalement, l'origine du mot travail, ça ne serait pas ça, mais c'est extrême. Peu importe, à la limite, c'est très représentatif de l'idée avec laquelle, de l'idée qu'on s'est fait du travail. Pour vous, le travail, c'est un lieu d'épanouissement personnel. C'est un vrai choix. Vous allez chercher à choisir votre métier, à choisir votre entreprise. Vous êtes en train de bouleverser le marché de l'emploi, d'autant plus qu'on n'est pas au plein emploi, mais paraît-il qu'on n'est pas loin. Donc, vous êtes en position de force. Le rapport de pouvoir, c'est complètement inversé. Là où nous, on a grandi avec le travail abîme la santé, le travail est l'expérience de la souffrance, mais c'est normal et c'est OK et même c'est encouragé. C'est-à-dire que si je ne souffre pas au travail, c'est que je ne travaille pas. C'est ça, hein, ce qu'il y a dans notre tête, dans nos générations, c'est ça. Si je prends du plaisir, attention, je ne suis pas en train de travailler. Ça ne s'appelle pas du travail. Vous voyez? Nous, on a tout ça dans notre tête qui est engrammé. Vous dites, eh ben non, changement de paradigme, le travail est source d'épanouissement personnel. Waouh! Donc vous imaginez bien à quel point ça fait choc des cultures à l'intérieur de l'entreprise. Parce que comme du coup, on ne regarde plus le travail de la même manière, donc on n'en entend pas la même chose et on ne le regarde pas de la même manière, et bien forcément, pour manager tout ce petit monde en transgénérationnel, c'est Bagdad. Ça demande un niveau de compréhension de la part des managers, des employeurs, des services RH, des CSE. Ça demande un effort de connaissance et de compréhension énorme. Et donc, derrière, un niveau d'adaptation dans les pratiques qui est presque à l'échelle de la personne. Parce que là où vous allez encore plus loin dans vos générations, c'est vous dites oh, « très bien, je fais partie de cette génération, etc. » Mais je suis un être à part entière. Et donc là, le manager qui déjà dit « Oh là là, j'ai une flopée de petits jeunes là, qui débarquent. OK, il faut que j'adapte mon management. » Il fait des efforts, il s'adapte. Et là, il y a, je sais pas moi, une Camille qui arrive et qui dit « Ah oui, mais alors moi, je fais peut-être partie de cette génération, mais par contre, moi, j'ai des aspirations personnelles. Hein. » Voilà. D'ailleurs, j'ai suivi les conseils d'Emmanuel, j'ai fait ma petite auto-évaluation sur mon besoin d'inclusion et moi, je tiens à vous dire que j'ai une demande à vous formuler, j'apprécierais que vous me... Et là, le manager, il se dit « Non, mais moi, je ne suis pas psy, en fait. » Voilà. Moi, là, vos histoires personnelles, tout ça, bon, on m'a dit de manager des collectifs et de faire de la performance. Mais là, m'occuper de chacun de vous, waouh! Et c'est là où j'en reviens à chacun d'entre nous de prendre soin de soi, à chacun d'entre nous d'aller trouver nos voies d'épanouissement personnel dans le travail. Et on peut y revenir si vous voulez sur comment on peut faire ça. Et à chacun d'aller formuler des demandes qui soient entendables et de comprendre qu'il y a des compromis qui sont comme dans toute relation interpersonnelle. Très bien.
Pour continuer, alors déjà, je regarde juste s'il y a des questions rapidement. Non, il y en a une qui est qui est en cours d'écriture, donc on va attendre peut-être quelques secondes, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu fais, une remarque donc qui a été faite à plusieurs reprises, c'est la remise en question, des nouvelles générations face aux anciennes générations. Ce qui peut créer, des dysfonctionnements parce que les deux ne sont pas les mêmes entre les 2 générations. Concrètement, comment, faire pour pallier à ce problème-là, d'un côté comme de l'autre? Donc qu'est-ce que tu dirais aux anciennes générations pour faire face à ce problème-là? Mais qu'est-ce que tu dirais aux nouvelles générations pour limiter cette remise en question-là ou pour la faire le plus efficacement possible, si je puis dire? Mmh. Je vais oser utiliser un gros mot, qui s'appelle la bienveillance. C'est un gros mot parce que, on l'a tellement entendu à tort et à travers. Il a été tellement mal utilisé ce mot qu'aujourd'hui tout le monde le vomit. Pourtant, la bienveillance est la plus précieuse des vertus. Elle est la valeur de toutes les valeurs. Pourquoi je te réponds ça, Mathis? C'est parce que je crois profondément que la réponse à une vie au travail qui soit humaine, à des coopérations professionnelles qui soient agréables et efficaces, tient dans notre capacité à être bienveillant. Ça veut dire quoi la bienveillance? Ça veut dire prendre soin d'eux, veiller sur le bien, littéralement. Donc prendre soin d'eux. Je le disais à l'instant, ma responsabilité personnelle en tant qu'adulte au travail est de prendre soin de moi, prendre soin de ma qualité de vie au travail, prendre soin de ce qui fait que je me sens bien, prendre soin de ce qui fait que je travaille bien. Ma deuxième responsabilité, elle est de prendre soin de ta qualité de vie au travail. Toi, mon collègue, toi, mon manager. Et oui, les managers ont aussi pour responsabilité de prendre soin de leur manager. De prendre soin de l'expérience de vie au travail qui est faite par mon représentant syndical, car il met tellement d'énergie à se battre pour moi. Prendre soin de mon employeur, qui se bat comme il peut pour maintenir une image de marque positive, fidéliser ses clients, investir de manière juste, partager la valeur peut-être. J'ai pour responsabilité non seulement de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin des personnes physiques et morales qui m'entourent et qui sont les premiers aussi à avoir un impact évidemment sur ce que je vis. Et puis, tu es responsable, toi aussi, tu es responsable d'être bienveillant à mon égard. C'est-à-dire que toi aussi, tu as du pouvoir, encore une fois, sur ce que je vis, sur ce que je ressens et sur l'efficacité de mon travail. On le voit hein, dans une mission de travail, on a des tâches avec régulièrement des livrables qui permettent de passer d'une personne à une autre et on est une chaîne de valeur. Donc, je crois profondément que si on cultivait davantage une forme de prise de responsabilité sur le fait qu'on doit bien veiller sur soi et avoir une bienveillance partagée sur les autres, alors on réhumaniserait profondément l'expérience qu'on fait au travail et, et on serait tellement plus efficace aussi ensemble. C'est-à-dire que la performance deviendrait une conséquence naturelle de la qualité de notre bien-être individuel et collectif. Donc, je crois beaucoup à cet empowerment, en fait, hein, c'est à ce pouvoir d'agir qu'a chaque individu sur lui et sur les autres. Très bien, merci. On a donc une question de Lia, qui demande, «Avec les courants de pensée qui changent et la motivation de développement personnel, pensez-vous que le travail en équipe peut se perdre ou du moins devenir de plus en plus difficile?» C'est compliqué. Bon, je peux donner évidemment que mon point de vue. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Est-ce que le travail en équipe avec tout ce qu'on vit va se complexifier? Moi, ce que ça me dit, moi, là à l'intérieur, c'est que il y a un truc là qui opère. Il y a une fracture qui est en train de se passer, qui fait qu'au lieu d'être en résistance, en conflit avec tous ces changements, il est temps, et je pense que c'est en train d'arriver, d'intégrer et d'accueillir ces changements.
C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, on a embauché mon manager dans le cadre des pratiques inclusives, a embauché une bipolaire au service compta, putain, ça craint, quoi. Se dire, waouh, mais la bipolarité, ça touche entre 10 et 15% des Français. Je vais avoir la chance de bosser avec quelqu'un qui est bipolaire et qui va me permettre de mieux connaître et de mieux comprendre ce que c'est et elle a sa place dans le monde du travail, comme moi, qui n'ai a priori pas de troubles psychiques. Et je vais essayer de la connaître, de la comprendre, de l'intégrer, de faire en sorte qu'elle ait sa place et même d'être son allié, parce que si jamais elle part en crise ou si elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, ça sera quelque part ma responsabilité, qu'elle ait été suffisamment en confiance avec moi pour me dire qu'elle sent qu'il y a un truc qui est en train de monter et que ce n'est pas OK, pour que je puisse aussi l'aider à se protéger elle et à protéger le collectif. Je crois qu'il y a ce truc-là qui est en train d'émerger. Tout à l'heure, on me posait la question de est-ce que finalement cette ouverture à la diversité et toutes ces pratiques inclusives, est-ce que c'est un vrai choix des entreprises? Est-ce que c'est une vraie volonté, une envie humaniste? Ou est-ce que c'est finalement une obligation parce qu'il n'y a tellement plus personne à embaucher et qu'il faut tellement retenir les gens qu'on fait semblant de l'être? J'ai presque envie de dire, peu importe l'intention de départ de l'employeur, au final, la réalité, c'est que ce que vous vivez au travail, c'est ici et maintenant, dans l'équipe actuelle, dans l'entreprise actuelle. Et votre QVT, elle se fait avant tout dans ce petit écosystème qui est votre petite équipe. Elle ne se fait pas avec les pontes du siège qui ont pris des décisions de washing. Donc je pense que le travail en équipe est vraiment, on est en train d'assister à une période qui est absolument passionnante parce qu'il y a tout qui est en train de muter avec cet élargissement des profils, avec ces nouvelles générations qui sont vraiment sur des visions très différentes. Mais que si chacun fait un effort de connaissance de soi et de connaissance de l'autre, de compréhension de soi et de compréhension de l'autre, et d'expression, de communication, de mettre les choses les unes à côté des autres en regardant ensemble dans un objectif commun, je pense que le travail en équipe n'aura jamais été aussi passionnant humainement et productif d'un point de vue performance qu'à notre génération. Mais alors, le pire métier du monde aujourd'hui, c'est manager. Hein. C'est à la fois le pire parce que c'est le plus complexe, le plus lourd à tous égards, et en même temps le plus passionnant, parce qu'il est au front. Très bien, merci beaucoup. Une question bon, un peu, à laquelle tu y as un peu répondu. On a vu que l'éveil de conscience des nouvelles générations participait plus ou moins à l'augmentation des lacunes qu'il pouvait y avoir. Mais du coup, elles n'aident pas à cette diminution ou est-ce qu'elles aident à diminuer ces lacunes? Et sinon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut toutes et tous faire à l'heure d'aujourd'hui dans notre, comme tu l'as dit, notre écosystème pour pallier à ces lacunes-là? Bah déjà, il faudrait s'entendre sur les lacunes. Je vais vous resservir ma soupe des lacunes individuelles ou des problématiques individuelles et des problématiques collectives. Ça va permettre de reboucler sur le sujet de tout à l'heure, finalement sur l'écoute salariale et l'identification des enjeux. Aujourd'hui, sur le volet de l'identification des enjeux individuels sur ce qui fait que je me sens bien ou que je ne me sens pas bien au travail, le seul levier qui est à la disposition de tout le monde, c'est l'écoute de soi. C'est le chemin de connaissance de soi, le développement personnel, on l'appelle comme on veut. Bon, et ça, personne ne peut le faire pour vous, personne ne peut le décider pour vous, personne ne peut avancer pour vous. Sur le champ du collectif, la responsabilité de l'employeur, elle est d'identifier la réalité des enjeux, des sujets qui contribuent à ce qu'on se sente bien au travail ou pas, de manière à mettre de la lumière, à mettre des mots sur les facteurs protecteurs de la QVT et sur les facteurs détériorants de la QVT. La responsabilité de l'employeur, elle est de mettre à la disposition de ses parties prenantes internes les ressources, les moyens, les outils, les dispositifs permettant d'aller clarifier quels sont ces sujets, en regardant toujours, encore une fois, le volet
salutogène, c'est-à-dire tout ce qui va bien dans l'entreprise, tout ce qui fait qu'on est bien ensemble, et le volet plus pathogène, qu'est-ce qui abîme notre qualité de vie au travail, c'est-à-dire notre sentiment de bien-être et d'efficacité. Pour cela, l'entreprise, quand elle s'apprête à faire cet exercice de style d'écoute salariale, doit être prête, avec beaucoup d'humilité, à accueillir toute nature de réponse. Ça demande un immense courage quand on est un manager, quand on est une direction d'entreprise, que d'ouvrir le micro, de laisser les collaborateurs et les collaboratrices parler, dire ce qu'elles pensent, dire ce qu'elles ressentent, dire ce dont elles ont besoin, dire ce qu'elles attendent, formuler leurs aspirations, exprimer aussi leurs doléances, etc. Ça demande vraiment beaucoup de courage et une culture de l'humilité et de la remise en question. Donc après, on peut se poser la question de mais qu'est-ce qu'on doit écouter? Quand on est employeur et qu'on veut limiter les fractures dont on parlait dans la séquence précédente, quand on a envie de combler les lacunes, quand on a envie de conforter les points forts, ben, il faut encore savoir à la base qu'est-ce qu'on écoute. Est-ce qu'on écoute le niveau de satisfaction des équipes par rapport à la température et la luminosité dans les locaux? Ça renforce leur pouvoir d'agir. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que du coup, vu que le manager est confronté à différentes personnalités, différents comportements, est-ce qu'il ne devrait pas avoir des compétences, notamment en psychologie ou d'autres compétences liées au bien-être de l'homme? Depuis quelques années, on commence à parler de la posture manager-coach. Je pense que vous en avez entendu parler. Traditionnellement, un manager, dans nos entreprises françaises et notamment industrielles, le manager est quelqu'un qui va faire donc de l'ascension sociale dans la hiérarchie, donc dans le système hiérarchique, parce que étant extrêmement compétent, pour ne pas dire le meilleur dans son domaine, alors on lui fait monter les marches de l'escalier jusqu'à un moment où ça s'appelle être un manager. C'est-à-dire qu'il est communément admis qu'un parcours de progression professionnelle, de mobilité interne, suppose de s'élever dans le degré de responsabilité et donc de devenir manager à partir du moment où on commence à avoir un peu de bouteille ou en tout cas à être compétent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos managers et nos manageuses sont les meilleurs techniciens des personnes, enfin les meilleurs, ou en tout cas sont de très bons techniciens des personnes qu'ils accompagnent. Or, cette définition de l'art de manager, c'est-à-dire être un super technicien, s'exonère littéralement de la dimension humaine. Un manager est quelqu'un qui doit guider, accompagner les humains qu'il a sous sa responsabilité à réaliser l'ouvrage, la mission collective, donc sur du faire, et les accompagner à bien vivre tout ça, donc ce qu'on va appeler plutôt la dimension être. On en revient à ce double pilier en qualité de vie au travail sur le bien faire et sur le bien-être, qui sont un cercle vertueux qui se nourrissent mutuellement. Donc un manager qui est à l'aise sur le volant technique du faire, mais qui par contre n'est absolument pas à l'aise dans la relation à l'autre, qui n'a aucune base culturelle sur le fonctionnement du cerveau, sur la variété comportementale, sur la nature des besoins de l'être humain, sur la pluralité des valeurs et des croyances. Quelqu'un qui n'a pas ce socle culturel, cet éveil-là, va avoir a aujourd'hui des immenses difficultés à accompagner les collectifs. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a commencé à parler de la posture de manager-coach et qu'on a massivement, et pas encore suffisamment, mais le train est lancé, formé les managers à toute cette dimension humaine, ce qu'on peut aussi traduire ou faire un résumé en parlant de compétences comportementales. Et le manager, dans ces cas-là,
Il a un vrai, au-delà des apports culturels, j'ai envie de dire des connaissances, il a un travail sur lui à faire pour aussi mieux connaître et comprendre qui il est, comment il fonctionne, parce qu'il va avoir son propre style de management qui va créer un cadre commun, un référentiel commun pour l'équipe qu'il manage. On peut travailler dans une entreprise avec une culture commune et trouver ensuite dans des départements, des services, des équipes, des micro-cultures qui peuvent légèrement varier, qui ne doivent pas être en antinomie, bien sûr, avec la culture collective de l'entreprise employeuse, mais on va retrouver des singularités, des spécificités liées à la personnalité, aux valeurs, aux croyances du manager. Donc, on rêverait que tous les managers soient coach et pas forcément le petit coup de tampon du diplôme, mais en tout cas en posture d'accueil de l'autre, d'accueil de cette diversité, d'ouverture, de compréhension des mécanismes humains. Et de toute façon, on va forcément aller vers là, parce que sinon, il y aura beaucoup trop de casse dans les entreprises. Et votre génération, elle pousse pour ça aussi. Oui. La preuve en est que vous organisez ce webinaire sur ce sujet. Une autre question concernant tout ce qu'on vient de dire. On a parlé voilà, de notre réveil de conscience en parlant des nouvelles générations. Selon toi, c'est grâce à quoi? Grâce au confinement, aux crises, ou c'est grâce à peut-être le fait que ce soit plus évoqué lors de nos cursus universitaires ou d'enseignement supérieur? Quel est ton avis par rapport à ça? Je pense, et j'ai envie d'espérer et de croire, que vos cursus universitaires sont le reflet des attentes de la société et que c'est pas l'inverse. Voilà, il y a un mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des énergies qui changent, il y a tout qui accélère, il y a des crises, en fait, comme il y a tout qui bouge, nécessairement l'entreprise doit bouger, c'est ce qu'on disait à l'instant, les managers et chacun. Et du coup, dans vos cursus de formation, on intègre de plus en plus cette dimension humaine, fort heureusement. Et là, on parle de l'université, du secondaire, de grandes écoles, etc. Mais dans les BEP, dans les CAP, dans les bacs pro, dans les cursus technologiques, on voit aussi que de plus en plus sont intégrées des notions humaines, en fait, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, c'est plus une adaptation d'un mouvement de société que l'inverse, pour répondre à ta question. Et ensuite, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais je pense que l'ère Covid, là, on est en post-Covid, on est en train de prendre conscience de tout ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous et pour notre communauté de vivants. Et on est un peu en train de payer la mauvaise gestion humaine de toute cette période, au cours de laquelle on a, à mon sens, beaucoup trop fléché l'attention sur la santé physique pour que les gens ne meurent pas, pour que les gens ne contractent pas la maladie. Et on a totalement mis de côté l'autre dimension de la santé, définition de l'OMS, d'accord, santé physique, et la santé psychosociale. C'est-à-dire que pendant les X confinements, et encore une fois, je n'ai pas de point de vue, fallait le faire, fallait pas le faire, c'est pas le sujet. Pendant ces confinements et pendant toute la gestion de la crise, c'est comme si on avait été uniquement des corps, comme si on n'était pas aussi des esprits et des âmes. On nous regardait comme des objets médicaux de science et on voulait préserver notre survie physique. Par contre, les immenses sentiments de solitude que ça a créé, les sentiments d'éloignement, les privations de contact et de contact charnel, bien sûr, sur la dimension physique, mais de contact et d'interaction et de challenging commun et de réalisation d'actions ensemble et de vivre ensemble, en fait, de partager des choses. Tout ça, en fait, ça nous a profondément touchés dans notre santé mentale, jusqu'à des cas qui peuvent être gravissimes. Et je peux parler des personnes âgées, évidemment, qui étaient privées de leur famille alors que c'est leur seule raison de vivre. Mais je peux aussi parler des adolescents qui étaient en pleine construction identitaire et qui finalement ont découvert la séduction avec un masque.
ou avec l'amplification du coup des réseaux sociaux et comment les interactions humaines sont façonnées dans cette période qui construit notre identité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne. Ouais, tout ça, je pense, moi je regrette la façon dont ça a pu être géré et donc vécu sur l'aspect psychosocial. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit énormément avec ça. Le télétravail était une merveilleuse solution en mode dégradé. Le télétravail peut être une merveilleuse solution en mode routine, ok, mais pas pour tout le monde. On en revient encore à cette question de qu'est-ce qui fonctionne pour l'individu, qu'est-ce qui fonctionne pour le collectif, et est-ce que ce qui fonctionne pour l'individu A fonctionne pour l'individu B? Et le télétravail, typiquement, nous, les statistiques qu'on a là en santé-travail, c'est que dans cette période et par rapport à l'éloignement et à la digitalisation des relations, hein, en fait, hein, il y a un niveau de souffrance au travail qui accélère, lié à cette déconnexion de la cohésion sociale ressentie, kinesthésique, et lié au fait aussi qu'il y a une forme de déconnexion vie pro, vie perso qui se fait beaucoup moins bien. Et donc, avec des allongements des heures de travail, avec un espèce de mélange des genres qui fait qu'on n'arrive pas à couper, et avec une accélération de la densité de travail, parce que quand on commence à 8 heures et qu'on finit à 18 heures, et qu'on fait des visios qui durent entre 25 et 45 minutes, et qu'on en enchaîne 10 dans la journée, la plasticité cérébrale que ça demande, l'accueil émotionnel que ça demande, de switcher de sujet en sujet, de personne en personne, d'interlocuteur en interlocuteur, autant dans la journée. Moi, à ma génération et professionnelle avant l'ère Covid, quand on avait 3 rendez-vous dans la journée, c'était le bout du monde. Parce qu'on prenait notre voiture, qu'on faisait 1 heure de route, qu'on s'arrêtait sur le trajet, passer un petit coup de téléphone, boire un café. Quand on arrivait, donc le café, on ne buvait pas derrière l'écran, hein, d'accord? Quand on arrivait, le client venait nous chercher sur le parking, on se faisait la bise, on papotait, comment va la famille, on passait devant la nonne à l'accueil, on lui disait coucou, comment ça va? On remontait les bureaux et on traversait les couloirs et on faisait des coucous à tout le monde. Du coup, hop, on croisait quelqu'un, on faisait un aparté, on arrivait en salle de réunion, ça faisait 1 demi-heure qu'on était arrivé. La réunion durait 1 heure quand on n'avait pas grand-chose à se dire et ce n'était pas bon signe, mais 2 heures au minimum. Et puis là, il était midi, donc on allait déjeuner ensemble, on allait au resto, et on prenait le temps et on faisait du lien. Et la frontière pro-perso s'atténuait légèrement et permettait de nourrir la qualité de la relation. Et puis, rebelote l'après-midi, on reprend la voiture, un peu de route, machin. Donc, quand on avait fait 3 rendez-vous dans la journée, c'est comme ça qu'on a vécu. C'est depuis les années 70-80. Vous vous rendez compte la différence avec ce qu'on vit aujourd'hui? Et donc, cette amplification, cette densification du travail, plus l'allongement horaire, plus mélange des genres, plus manque de contact social, les chiffres en termes de souffrance au travail n'ont jamais été aussi terribles. Donc, il y a une urgence totale à prendre soin des travailleurs et des travailleuses, à prendre soin de leur qualité de vie au travail et à prendre soin de leur sentiment d'inclusion. Merci. J'ai peut-être une dernière question. Suite à la crise Covid et justement tout le télétravail, plusieurs pays sont passés au télétravail obligatoire pendant les semaines. En Belgique, ils sont même passés à 4 jours Enfin, leur semaine s'est réduite à 4 jours. Certains grands groupes comme Orange ont proposé des congés au bout d'un certain temps d'ancienneté pour des congés pour prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne façon d'aborder les choses au niveau qualité de vie au travail suite à la crise Covid? Alors, on en vient à la question du temps de travail, c'est-à-dire la durée légale ou proposée de temps passé au travail.
Donc, je vais vous resservir ma sempiternelle soupe. Tout le monde n'a pas envie ou besoin de la même durée de travail. C'est-à-dire que moi, vous me dites, je vais parler de moi, vous me dites, Emmanuel, chez Wunjo, semaine de 4 jours. Il y a 3 jours par semaine, c'est interdit que tu ouvres tes mails, que tu organises une réunion, que tu bûches sur un dossier. C'est 4 jours, 35 heures, 32 heures, peu importe le volume, mais c'est 4 jours. Et moi, vous me faites mourir si vous faites ça. C'est-à-dire que mon envie de contribuer dans ma vie professionnelle, mon sentiment d'épanouissement personnel grâce au travail, va être entravé de 3 sur 7. Déjà, techniquement, il l'est de 2 sur 7. C'est-à-dire que moi, vous allez me priver d'un espace au cours duquel je me réalise, je m'épanouis et je suis heureuse. Donc, et des gens comme moi qui adorent leur travail et qui n'ont pas envie de passer 3 jours par semaine à faire autre chose que travailler, il y en a bien plus qu'on ne le croit. Et moi, j'ai le courage de le dire, mais il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils aiment leur travail. Alors, ça peut aller jusqu'à un niveau pathologique, hein, et moi, je l'ai vécu. J'ai fait un burn-out en 2015, donc je vois très, très bien ce que c'est que le surengagement. Donc, déjà, pour dire que la durée du travail, le volume de travail, il est très personnel. Bon. La deuxième chose, c'est que si on arrive à faire la démonstration que tout le monde peut être au rendez-vous des objectifs sur un temps de travail plus faible, alors que les personnes qui ont envie de travailler moins en volume le fassent. Moi, ma position, elle est plutôt là. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours managé sur le résultat. Je n'ai jamais managé sur les moyens. Quelqu'un qui atteint les objectifs qui lui sont fixés en 4 jours, pourquoi est-ce qu'il travaillerait le 5e jour? En fait, déjà, rien que moi, en tant qu'employeuse, ou alors s'il vient et qu'il est obligé de le faire et qu'il fait la tête, je vais essayer d'écouter ce qui ne convient pas. Peut-être qu'il est en sous-charge de travail. Parce que ça, c'est pareil, on n'en parle pas de la sous-charge de travail. Mais il y a plein de gens qui sont en sous-charge de travail ou qui se croient débordés parce qu'ils ont. Bon. Après, si je regarde l'autre côté du sujet, il y a véritablement des emplois qui abîment la santé au travail et qui portent de la pénibilité. Une pénibilité physique, c'est assez admis. Il y a des métiers où on devrait faire partir à la retraite beaucoup plus tôt. Il y a des métiers où on ne devrait pas demander de fournir autant d'efforts pour le corps sur autant d'heures dans une journée et dans une semaine. Pour les métiers sur lesquels il y a une vraie pénibilité physique, à titre personnel, moi, je suis extrêmement partante pour rediscuter de la durée du travail. Et il y a un autre volet de la pénibilité qu'on regarde, nous, beaucoup, on a vraiment de l'attention là-dessus en QVT, c'est la pénibilité émotionnelle. Donc, en psychologie, on appelle ça les exigences émotionnelles. En prévention santé-travail, on parle de risque psychosocial et d'environnement de travail ou de mission de travail qui génèrent des tensions psychologiques et des exigences émotionnelles. Vous prenez l'exemple de cette dame qui travaille sur un plateau téléphonique au service réclamation. Du matin au soir, elle n'a que des gens qui ne sont pas contents, avec des façons d'exprimer la colère très froides, d'autres très chaudes, avec des gens qui savent faire la part des choses, d'autres qui ont juste envie de vomir à l'extérieur sur la pauvre petite nénette qui a son casque dans un open space au service réclamation. Si on parle des métiers de la santé, voilà, être infirmière dans un CHU aujourd'hui, ça envoie. Le degré de responsabilité natif du métier est déjà énorme dans le contexte actuel, avec le manque de moyens et avec un niveau de peur pour la santé qu'ont les gens de plus en plus. Tous les métiers de la relation d'aide et de la santé en milieu notamment hospitalier, clinique, etc. Waouh, très, très compliqué. Donc, ces personnes-là qui sont atteintes dans leur santé, pour lesquelles le travail est générateur d'une perte de santé ou d'une dégradation, d'une altération de la santé, moi, je suis pour une reconsidération de leur temps de travail. Et je finirai parce que je pense que ça aurait été le propos un peu tout le long de mon intervention, mais
la pénibilité physique ou émotionnelle. Il y a une part qui est objective et puis il y a une grande part qui est subjective. C'est-à-dire que bosser au service innovation d'un grand groupe industriel dans l'aéronautique peut être extrêmement reposant pour l'un, galvanisant pour l'autre et archi stressant pour le troisième. Que chacun a sa façon de vivre les choses. Et donc voilà, chacun a des besoins différents en termes de volume de travail, de temps de travail. Chacun a des façons différentes de vivre le travail. Il s'agit de, voilà, encore une fois, de se connaître, de se comprendre, de dire les choses et de trouver un terrain d'entente qui permette à tout le monde de se sentir bien et de bien faire son travail à l'échelle individuelle et qui permette aussi à l'entreprise de bien se porter parce que la santé des individus est égale à la santé de l'entreprise.